Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Dans ce nouveau numéro de Tout est marque, nous allons évoquer une marque française qui rayonne à l'international et qui a la particularité d'être l'un des plus grands salons de l'univers automobile. Je veux parler du Salon international des professionnels de l'automobile, je veux parler d'Equipoto. Et pour ce faire, je reçois son président, Philippe Baudin. Bonjour Philippe. François-Xavier, bonjour. Merci d'avoir justement répondu à notre invitation à quelques jours seulement du salon Equipoto qui va fêter ses 50 ans. Mais pour débuter cette émission, avant d'évoquer la marque, j'aimerais bien justement qu'on rappelle peut-être et de peut-être nous raconter comment est née la première édition du salon Equipoto. Alors, pour refaire un tout petit peu d'histoire, le salon Equipoto a été créé en 1975 par un monsieur qui s'appelait Paul-Jean Soriot, qui a une idée lumineuse, qui était alors le président de la Société des ingénieurs de l'automobile. Jean Panhard en a été d'ailleurs le premier président. L'événement a été organisé à la porte de Versailles, simultanément au 62e salon de l'automobile à Paris. En fait, il s'agissait du premier salon des industries, des équipements et d'entretien de l'automobile dédié aux outillages et matériels de garage et aux équipements automobiles. C'est un salon professionnel où le grand public n'était pas admis, bien entendu. Initialement organisé chaque année de 1975 à 1978, le salon a ensuite pris une fréquence biennale, avant en 1985 de migrer vers le parc des expositions de Villepinte et avant de revenir à la porte de Versailles en 2017. Et pourquoi ce choix, porte de Versailles, c'est plus pratique, plus commode, plus simple? Question principale de commodité. Oui. Les gens avaient besoin de se retrouver, en tous les cas, plus proches de Paris pour organiser chacun tour à tour des événements et d'être plus proche peut-être de la partie festive parisienne. Donc ça a été effectivement quelque chose d'intéressant. Ce qu'il faut surtout, ce sur quoi il faut insister, c'est que Equipoto, comme vous l'avez dit, est une marque dynamique, oui, qui a su également s'exporter depuis 2006, puisque nous allons fêter nos 20 ans l'année prochaine à Alger. Avec Equipoto Alger. Il y a eu différents salons qui se sont organisés, je dirais grâce ou à cause du Covid, on ne sait pas. Il y a eu Equipoto On Tour qui a été créé pour rencontrer les professionnels en région en 2021. Il y a eu une deuxième édition de ce concept d'Equipoto On Tour qui s'est reproduit en 2024. Et puis, ce qu'il faut surtout dire, c'est que le Covid a fait qu'en 2019, nous étions à Paris. Évidemment, en 2021, on ne pouvait pas l'organiser, donc de là est né Equipoto On Tour. On est ensuite parti sur le report de l'édition 21 en 2022, ce qui a chamboulé un petit peu les calendriers. En 2022, on a créé, et j'insiste là-dessus, une première mondiale, puisqu'on était en combinaison avec le mondial de l'auto à Paris, porte de Versailles, sous la bannière de la Paris Automotive Week. Donc chacun était chez soi, mais en tous les cas, tous les professionnels pouvaient se retrouver. Les professionnels d'un côté et le grand public de l'autre pour aller acheter des belles voitures. Voilà. Et puis en 2022, on s'est posé la question de calendrier, et on y reviendra tout à l'heure, puisque 2025 a encore une fois généré un report de 2 années, en tous les cas de 3 années, pour arriver en 2025 et fêter le cinquantenaire, ce qui fait que 2024, comme je l'ai dit, on a réédité l'édition Equipoto On Tour, et en 2023, on a reproduit finalement, peut-être à une échelle différente, ce qui s'était produit en 2022 avec la combinaison d'un B2C et d'un B2B en termes d'organisation de salon à Lyon, sur une période plus courte de 3 jours, voilà, qui a permis d'avoir une représentation quasiment annuelle d'une version d'Equipoto différente à chaque fois, mais en tous les cas c'était donc un maillage des territoires. Un maillage des territoires dont on est assez fier d'ailleurs. Entre 2021 et 2024, je pense qu'on a fait la totalité des grandes zones de France, ce qui nous a permis effectivement d'aller au contact et puis, on l'espère, avoir fait goûter à l'ADN d'Equipoto en région pour les motiver à venir à Paris en 25. 50 ans, c'est rare. Equipoto est l'un des plus grands salons mondiaux. Vous n'avez pas véritablement de concurrents, en tous les cas en Europe, du même type. Si, on a des concurrents. Il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. On a un concurrent allemand qui effectivement, lui, est très présent. Nous, de notre côté, je pense qu'on a beaucoup de choses à revendiquer. En tous les cas, on a un ADN qui est assez fort. On va y revenir tout à l'heure, mais je pense que oui, on a un concurrent principal en Europe, principalement. Mais je pense qu'aujourd'hui, Paris, en tous les cas, Equipoto fait exception
dans la massification, en tous les cas, de tous les acteurs de la filière amont-aval. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est indéniable et on en est assez fiers. Alors, pour qu'on puisse comprendre un petit peu Equipoto, c'est une marque, mais c'est avant tout un salon. Qui sont aujourd'hui les visiteurs combien de visiteurs aussi attendus d'ailleurs en 2025 ? On parle de plus de 100 000 professionnels attendus. Est-ce qu'on est dans les bons chiffres ? Oui, on est dans les bons chiffres. En fait, aujourd'hui, si vous voulez, l'ADN d'Equipoto repose sur une fréquentation extrêmement forte du réparateur, des réparateurs dans leur ensemble, des professionnels en tous les cas venant de la réparation et de la maintenance, qui jalonnent les allées du salon toute la semaine. On a les gens évidemment qui sont les représentants de la distribution et du commerce liés à cette activité. On a ensuite les services aux professionnels et aux particuliers. On a évidemment de l'industrie qui vient se mêler à tout ça. Et puis derrière, on a évidemment le soutien de l'entièreté des fédérations, des syndicats, des différents acteurs presse ou de l'enseignement qui sont avec nous. Donc on a un beau panel représentatif en tous les cas de notre écosystème. Les exposants, on parle de plus de 1400 exposants. Cette année, on va effectivement revenir à... C'est même 1400 exposants, mais 1400 marques. C'est 1400 marques exposants. On espère avoir un petit peu plus, bien entendu, mais ce sont les grands chiffres, oui. On a cette année, pour reprendre les grands chiffres justement de l'édition 2025, on a 100 000 visiteurs attendus. On va être répartis sur 5 halls à la porte de Versailles, donc ce qui commence à être effectivement assez imposant. 100 000 m² d'exposition. 100 000 m² d'exposition. J'attire juste l'attention sur le fait que c'est 20 000 m² de plus que la dernière édition 2022. On a aujourd'hui 1400 marques donc, qui vont être présentes. Et puis, les choses, normalement, devraient bien se dérouler avec le contenu du salon. Moi, je me rappelle d'Equipoto, il y a quand même quelques années, où on n'était pas avec autant de marques. Si on était aux alentours de 1000 exposants, c'était déjà... l'un des plus gros. Alors je parle de ça il y a deux décennies, ouais. mais c'est vrai qu'on peut se dire que c'est quand même assez fulgurant parce qu'en l'espace de 2 décennies, vous prenez un tiers de plus d'exposants. Ça veut dire qu'il y a quand même une demande croissante. Je pense qu'il y a effectivement une demande croissante de la part des acteurs de la filière. Aujourd'hui, évidemment, comme tout salon depuis ces dernières décennies, évidemment, si on prend... les grandes étapes importantes d'Equipoto, on a subi, comme tout le monde, peut-être une période un petit peu plus difficile au milieu des années 2000. Je passerai l'épisode des subprimes, etc., qui a forcément impacté l'ensemble de l'économie mondiale. Ensuite, on a eu la crise du Covid. Mais malgré tout, Equipoto, à chaque fois, a su proposer un outil, un dispositif qui soit extrêmement cohérent pour l'ensemble des professionnels de la filière. Avec une clé de répartition, 44% réparation et maintenance, 30% commerce et distribution, 11% service aux pros, 9% dans l'industrie, 5% organisme et presse. Ça veut quand même dire en plus que vous touchez un très large public et pas uniquement le réparateur ou le décideur automobile. Non, on a effectivement, je pense, aujourd'hui un très beau panel de visiteurs, d'exposants, de professionnels qui sont réunis. Alors évidemment, on a tous les artisans gérants des différents opérateurs, en tous les cas de service au niveau du marché. On a évidemment les grands acheteurs qui sont présents au niveau de l'international. On a les chefs de service ou les chefs d'atelier qui viennent découvrir les nouvelles technologies. Donc ça, c'est quelque chose effectivement de... Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y a quand même beaucoup de nouveautés aussi, très souvent. C'est un peu le but. Ouais. C'est un peu le but. C'est un peu le but, ouais. On a effectivement beaucoup de nouveautés. On a tous les responsables de l'activité commerciale, technique, du marché qui sont présents et qui viennent découvrir justement ces nouvelles technologies qu'on leur propose. Ouais. Le rayonnement est véritablement international. J'ai été assez impressionné en consultant la liste des marques présentes. J'ai vu quand même un nombre de marques très important, notamment venues d'Asie. Oui. On voit que ce sont des marques qui, aujourd'hui, même d'un point de vue géopolitique, sont très, très représentées. Est-ce qu'il y a un vrai changement de paradigme, justement, dans cette partie aftermarket automobile ? Écoutez, aujourd'hui, si on prend un tout petit peu de hauteur par rapport au marché de l'automobile, évidemment, la Chine est considérée comme étant le premier fabricant mondial d'automobiles. Je vais juste vous donner un chiffre qui va... vous donner, je pense, un repère. En 1994, la Chine produisait 250 000 voitures. L'année dernière, 30 millions. Voilà. Donc évidemment, le mouvement, en tous les cas, pris par l'ensemble des constructeurs liés aux nouvelles technologies, font qu'on a aujourd'hui un épicentre qui, en tous les cas, est un barycentre qui est en train de se déplacer vers la Chine en termes de production de voitures. Forcément, ça a un impact derrière pour l'ensemble de la filière après-vente.
Donc dans la partie internationale, nous aujourd'hui on a effectivement, on va avoir cette année je crois un peu plus de 30-32 pays qui vont être représentés, parfois sous forme de villages, de villages ou de représentation en tous les cas nationale de certains pays. J'entends évidemment, on parle de la Chine, la Chine est présente, la Chine aujourd'hui on ne peut plus faire sans. Moi je veux bien demain matin organiser un salon sans la Chine, mais ils sont quand même aux portes de l'Europe, ils sont là, ils sont de plus en plus présents avec 146 constructeurs qui sont maintenant présents sur le marché mondial. Tous les constructeurs chinois seront là ou... Non, les constructeurs. Pour nous, les constructeurs ne seront pas là. Oui. Les constructeurs ne seront pas là. BYD, par exemple, sera là ? Non, BYD ne sera pas là. On est un salon après-vente automobile. On n'est pas un salon de vente de voitures. Oui, il faut le préciser. Il faut le préciser. On n'est pas... Alors, par contre, il y a un élément qui est quand même extrêmement important et majeur pour... ce que vous disiez tout à l'heure en termes de fréquentation et d'objectifs pour le visiteur de venir découvrir les nouvelles technologies. Notre objectif cette année, équipe auto, était de remettre ce qu'on appelle communément la bagnole au milieu du salon. Bon. Donc on a aujourd'hui l'intention, on va avoir une vingtaine de constructeurs qui, au travers de différents deals qu'on a passés avec eux, vont nous permettre d'exposer notamment la voiture préférée des Français. On va avoir une vingtaine de marques. Il y a une vingtaine, les grandes marques vont être présentes, Stellantis, Renault, Ford, Volkswagen, tout le monde va être là, Dacia va être là, tous ces gens-là vont permettre de montrer les véhicules sur lesquels demain nos professionnels de l'automobile vont devoir travailler. J'insiste bien sur le fait que nous ne sommes pas un salon de vente de voitures. Oui. On n'est pas dans du B2C, on est vraiment dans du B2B. Donc on s'adresse aux professionnels. On a voulu cette année marquer le coup avec une massification, une représentation importante des véhicules d'aujourd'hui et du futur, parce que ça fait partie de l'écosystème. Bien sûr. Et que nos acteurs aujourd'hui ont besoin de découvrir ce à quoi ils vont être confrontés demain. Donc pour nous, ça faisait du sens. Je reviens juste sur la Chine. La Chine aujourd'hui est présente partout. J'ai eu le loisir de faire le tour du monde là, ces derniers mois pour aller découvrir différents salons concurrents, en tous les cas, et amis, avec lesquels on entretient de très bonnes relations. Dans tous les salons que j'ai pu voir, tous ces gens-là étaient présents. Donc pourquoi ne le seraient-ils pas à Paris ? Donc pour nous, ça faisait du sens. Mais on peut nommer la Turquie, la Tunisie, le Maroc, le Royaume-Uni, les Émirats, l'Espagne, les États-Unis, l'Italie, j'en passe et je vais en oublier. Je suis désolé, mais en tous les cas, on va avoir plus de 32 pays, je crois. 32 pays exact, qui vont être présents avec une très belle représentation, en tous les cas, cette année pour l'édition du cinquantenaire. Alors il s'agit bien sûr d'un salon professionnel, Paris, Lyon, Alger, mais comme toutes les marques qui traversent le temps, il se cache toujours des bonnes recettes. Et moi j'ai envie de vous poser la question, Philippe, quelles sont les recettes marketing justement qui visent à séduire et fidéliser les publics, parce que je tiens quand même à rappeler que vous avez un chiffre stratosphérique de 92% de taux de satisfaction de vos visiteurs. Alors évidemment ce taux, comme vous le dites très justement, stratosphérique de 92% de taux de satisfaction, on en est extrêmement fiers. Pourquoi ? Parce que chaque année, c'est quelque chose qui revient, on essaie de proposer et d'adapter notre outil en conséquence du marché. Les grandes forces du salon Équipe Auto, et plus encore cette année édition anniversaire, résident en fait dans plusieurs aspects stratégiques et organisationnels qui en font un événement finalement majeur pour la filière automobile dans son ensemble, comme je le disais tout à l'heure, amont et aval. Alors on a différents points majeurs. Le premier, c'est d'avoir un rôle central pour décrypter et d'accompagner les professionnels dans une industrie en constante évolution, on le voit tous les jours. Oui. On va y parler évidemment de transition écologique, on va y parler des nouvelles technos, l'électrification, le recyclage, la durabilité, la décarbonation, tous les grands sujets qui aujourd'hui attirent forcément les regards et l'attention de l'ensemble des acteurs. Qui font partie de stratégie de toutes les marques. On va parler d'évolution technologique et d'innovation avec la digitalisation, les véhicules connectés, l'intelligence artificielle inévitable aujourd'hui, qui prend de plus en plus de place, les innovations logicielles bien entendu. Les nouveaux modèles économiques, on est un petit peu obligé d'en parler malgré tout et ça va très bien pour nous dans le contenu du salon. La maintenance spécialisée. Cette année, nous ouvrons les portes aux véhicules sans permis, le remarketing évidemment, la formation et l'emploi extrêmement important pour nous puisque la formation et l'emploi fait partie intégrante de l'objectif du salon, c'est-à-dire former les jeunes, informer les jeunes sur ce qu'ils peuvent faire dans notre filière et donc ça on y est extrêmement attaché. On va parler d'innovation et technologie émergente comme je le disais. On va fêter cette année puisque c'est non seulement les 50 ans du salon mais c'est également les 40 ans des Grands Prix internationaux de l'innovation automobile. Donc c'est 40 ans qui vont être fêtés
arrêté en 2025, qui récompense, je le rappelle, les technologies les plus innovantes grâce à un jury composé d'une centaine de journalistes internationaux. 25 pays. 25 pays. On va avoir des espaces dédiés tels que le village des énergies, comme j'en parlais tout à l'heure, avec les nouvelles motorisations alternatives et les infrastructures de charge inévitables. Le village de l'économie circulaire avec le réemploi, le recyclage, le remanufacturing. Le village de la tech, tout à l'heure je parlais de la voiture au milieu du salon. On a aussi... Là on est plus que sur la voiture connectée, on est sur la voiture intelligente. Là on est sur la voiture intelligente maintenant, voilà. Donc le village de la tech pour nous est extrêmement important. On est assez fiers d'avoir justement l'appui d'un certain nombre d'exposants qui viennent justement nous aider à démontrer ces nouvelles technologies pour justement encore une fois informer le marché. Vous parliez tout à l'heure d'impact international et d'attractivité mondiale, comme nous venons de l'évoquer. On a effectivement des initiatives pour les jeunes talents et les startups. Ça fait aussi partie... Ça se traduit comment ? On essaie de faire découvrir, de faire toucher du doigt à ces jeunes talents, justement, et peut-être même aux nouvelles startups qui arrivent, qui débarquent sur un marché parfois peut-être encore un peu méconnu pour eux, de leur faire toucher du doigt ce qu'ils peuvent demain matin explorer, exploiter sur un marché qui est certes assez mouvementé en ce moment, mais qui reste pour moi assez pérenne. Et je vais juste vous donner un autre chiffre, je suis désolé, j'aime bien ces chiffres-là parce que ça rappelle un petit peu le... J'adore les chiffres. Aujourd'hui, sur cette planète, il roule 1,5 milliard de véhicules. 1,90% sont des véhicules 100% électriques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que évidemment la technologie fait part belle aux nouvelles structures, aux startups qui ont des idées plus géniales les unes que les autres. Bien sûr. Aux gros industriels qui sont là depuis des décennies et qui continuent justement de collaborer avec les constructeurs. Mais il ne faut pas oublier d'où on vient et le parc roulant qui existe. Alors j'irai pas jusqu'à dire qu'il est à 100% composé ou à 98% composé de véhicules thermique, mais pour autant, pour moi, un moteur hybride reste un moteur thermique de base. Et donc, c'est tout ça que nous essayons de faire toucher du doigt aux visiteurs, aux jeunes visiteurs. Et pour compléter ce que vous dites, c'est un parc roulant qui, en plus, vieillit, puisque aujourd'hui, on atteint, selon les chiffres des dernières études, 10,7 années, alors qu'on se rappelle, il y a une dizaine d'années, on était à peu près à 8 ans et demi. Ça veut dire que le parc roulant a tendance, en plus, à vieillir et que l'aftermarket a toujours ses enjeux à la fois aujourd'hui de pouvoir répondre à une demande d'électrification, de modernité, d'innovation permanente et en même temps toujours répondre à cette ancienne génération de véhicules. Oui, et encore une fois, je pense que l'aftermarket, comme on l'appelle, le fameux après-vente automobile, a de belles années devant lui. C'est un marché qui est porteur depuis maintenant de nombreuses décennies. Effectivement, on assiste à un vieillissement du parc extrêmement rapide. Et il y a encore 10 ans, on était sur un âge moyen à 8 ou 9 ans. Là, aujourd'hui, on est presque à 11. Et quand vous discutez avec les professionnels de l'auto, en tous les cas les grands équipementiers, on s'aperçoit même que dans les top ventes des pièces qui sont fournies, on a des pièces qui sont sur des véhicules qui ont plus de 15 ans. Ça ne veut pas dire que l'avenir est là, mais en tous les cas, ça donne la tendance du besoin des réparateurs et du consommateur qui finalement aujourd'hui, face à toutes les problématiques sociologiques, économiques que l'on entend, se pose des questions, à juste titre d'ailleurs, et qui en parallèle, il entretient son véhicule parce qu'il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas forcément les moyens d'investir 60 ou 70 000 euros dans un véhicule électrique pour... Mais en espérant qu'il n'y ait pas une loi européenne sortie de nulle part qui oblige en définitive à ne plus vendre des pièces dans 10 ou 15 ans, comme quelquefois on peut l'entendre, pour notamment, je pense par exemple aux véhicules de collection. Je suis quand même le premier surpris à apprendre que dans quelques années, sur certaines pièces, ça sera concrètement très difficile d'avoir ces fameuses pièces. Je pense qu'il faut faire confiance au professionnalisme des gens qui composent cet écosystème. Oui, on a un risque demain de voir modifier, en tous les cas, les activités au sein des réparateurs. Je pense que, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, lorsque l'on voit l'accélération qu'a pris la Chine, en tous les cas le virage qu'a pris la Chine en termes de techno, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de traduire finalement ou d'industrialiser les véhicules comme ils l'ont fait pour la téléphonie. Aujourd'hui, vous prenez un véhicule d'il y a quelques années, même encore aujourd'hui, c'est un véhicule dans lequel vous allez retrouver des dizaines de calculateurs avec différentes sources d'énergie, peu importe lesquelles. Quand vous prenez votre téléphone aujourd'hui, vous avez un écran, une batterie et une fonctionnalité. Et les Chinois ont parfaitement compris ça, donc ils sont en train de rationaliser par eux-mêmes l'après-vente automobile. Donc effectivement, demain, on aura des véhicules
je pense qu'on ne sera pas là pour le voir, et vous et moi. En revanche, on a des véhicules qui vont devenir de plus en plus des véhicules consommables, avec des modules interchangeables. On le voit déjà au niveau des batteries et les problèmes que ça peut rencontrer d'ailleurs. Mais en tous les cas, je pense que si on fait abstraction de cette évolution technologique, regardons ce qui se passe aujourd'hui sur le parc roulant. Vous êtes un amoureux de véhicules anciens, je le suis moi également. Je suis extrêmement attiré par ce qui se passe en termes d'évolution de mobilité. Par contre, j'ai envie de garder ma liberté. Et ma liberté aujourd'hui, c'est de pouvoir rouler avec le véhicule qui me fait plaisir. Le véhicule qui va permettre à la personne que je suis de se déplacer d'un point A au point B avec le sourire aux lèvres quand je me déplace. Alors, derrière, il y a effectivement une mission pour Equipauto qui est celle d'informer le marché. C'est notre devoir, c'est d'informer le marché et de proposer aux visiteurs une visibilité totale, en toute transparence, de ce à quoi il va être confronté demain. D'autant qu'il y a des technologies qui mêlent l'ancien au nouveau. On pense par exemple au rétrofit, où aujourd'hui on a une modélisation sur un certain nombre de véhicules qui est de plus en plus performant. Je reviens quand même tout à l'heure, on parlait justement, et je trouve que c'est très important, du fameux Grand Prix international de l'innovation qui fête ses 40 ans. Quel sera le programme, sachant qu'il y a des prix à remporter dans 8 catégories? Alors on a au programme des prix à remporter effectivement dans 8 catégories. On va avoir, si on les balaye, on va avoir la carrosserie, le vitrage et la peinture, les lubrifiants avec les produits d'entretien, le lavage et les aires de service, les équipements de première monte, le pneumatique, produits et solutions évidemment innovantes proposées sur cet environnement important aujourd'hui. Les pièces et l'équipement et composants de la prévente, ça c'est quelque chose d'historique pour nous. L'outillage et les équipements de garage pour satisfaire justement les attentes des réparateurs. Les solutions digitales et de connectivité. La transition énergétique avec le développement durable évidemment en filigrane et puis l'économie circulaire. Et puis on aura inévitablement un prix spécial RSE, puisque aujourd'hui c'est quelque chose qui est sur les lèvres de tous, et le nouveau prix spécial RSE récompense un produit ou un service apportant des solutions environnementales, des bénéfices sociaux mesurables et adoptant des pratiques responsables, avec une sélection rigoureuse basée sur des preuves vérifiables pour éviter le greenwashing. Oui. Voilà. Et les verdicts seront rendus par, comme on l'a dit tout à l'heure, un jury exceptionnel composé d'une centaine de journalistes internationaux sur 25 pays, et on est assez fiers de ça. Et puis en plus, on aura les coups de cœur organisés sous le patronage de l'Association des journalistes techniques et économiques, la JTE. Et élus par les journalistes de l'association, justement, ont pour objet la découverte de produits ou de services jugés novateurs parmi les exposants présents à Equipauto, bien sûr, en 2025, les produits ou services non candidats au Grand Prix d'Equipauto 2025, et puis les nouveautés produits et services lancés après le 1er janvier 2024. Vous voyez, ça fera plaisir sûrement à l'un de nos invités d'un épisode précédent qui est le président de la Compagnie du Midi. Et la Compagnie du Midi, c'est notamment la fameuse véritable nénette. La nénette, qu'on a tous dans la voiture. Qui date de 1924 et qui est passée en épisode dans Tout est marque. On arrive déjà quasiment à la fin de cet épisode pour célébrer les 50 ans du salon Equipauto. Moi, j'aurais aimé savoir quelle est votre vision du marché de l'automobile. On a les droits de douane, on a l'électrification, on a une baisse de consommation, un vieillissement du parc auto, quelques nouveautés, quelques contraintes. Comment voyez-vous justement cet avenir, sans faire Madame Irma, mais sur les 5 prochaines années? Alors je pourrais pas faire Madame Irma, j'en suis désolé, je voudrais bien mais j'y arrive pas. Et pourtant ça fait quelques dizaines d'années que je suis sur ce marché et je suis toujours impressionné par la résilience du marché sur lequel on est, et malgré tous les soubresauts qu'on peut rencontrer. Évidemment, si on prend le marché automobile, la période est évidemment très difficile pour le consommateur qui est confronté à un choix difficile parfois à faire. Les équipementiers et les constructeurs également sont dans des périodes extrêmement mouvementées. Entre les crises successives liées aux conflits qu'on connaît au niveau international et malheureusement que l'on connaît, à l'établissement des nouvelles normes dictées par des têtes pensantes, les obligations, qu'elles soient nationales, européennes ou internationales, et à la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs, finalement, le marché global de l'automobile est, on l'a dit, extrêmement bousculé. Pour autant, le marché de la prévente reste extrêmement dynamique. Et selon des chiffres que l'on a aujourd'hui, il faut quand même revenir un petit peu aussi, encore une fois, à des chiffres. Je sais que vous aimez ça, mais aujourd'hui, le chiffre d'affaires généré par notre écosystème, c'est 26 milliards d'euros. Donc, le salon Equipauto, dans cette
ce mouvement de marché, dans ces interrogations, est d'autant plus important dans des périodes justement mouvementées, comme celles que nous connaissons ces dernières années, pour accompagner, informer et apporter des solutions aux professionnels et bien entendu anticiper les prochaines mutations. Peut-être pour vous donner un avis extrêmement et purement personnel de la vision que je peux avoir moi de l'automobile, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Ça fait des décennies que l'automobile et la mobilité évoluent. Vous prenez un véhicule des années 50, il n'a rien à voir avec un véhicule des années 2000. Pour autant, les gens continuent à se déplacer. Il y a eu des impacts sociologiques qui sont évidemment venus contrarier parfois un petit peu tout ça, mais il est clair que moi, je fais confiance aux professionnels de l'automobile. Les réparateurs sont des gens extrêmement compétents et pros. C'est des gens qui savent se remettre en question. Je pense qu'elle est très lointaine. En tous les cas, elle serait... J'entends parfois les gens dire les réparateurs, c'est des gens qui ne pensent pas, qui ne réfléchissent pas, qui ne s'adaptent pas. Tout cela est faux. Je pense que les professionnels aujourd'hui qui jalonnent le salon Equipoto sont des gens qui sont extrêmement compétents. Les nouvelles générations arrivent. Elles mettent aussi un petit coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire en faisant évoluer les choses avec tous les nouveaux outils, le digital, et tous les nouveaux métiers qui sont en train de se créer. Alors oui, il y a des métiers qui disparaissent, mais c'est aujourd'hui. Et puis, malgré tout, je reste extrêmement positif par rapport aux chiffres que je vous donnais tout à l'heure. On est sur un marché qui effectivement est bousculé, comme je le disais, et on le répète à chaque fois. Ceci étant, on a un marché qui est en devenir aujourd'hui sur la prévente automobile, parce que depuis des décennies, on nous annonce la mort des réparateurs, et les réparateurs sont encore là. On nous annonce moult changements au niveau de l'organisation du marché. Alors oui, la Chine arrive, les Américains sont là d'un côté, les Européens sont là, on a notre place à jouer dans tout cet écosystème, bien entendu. Je suis extrêmement confiant parce que nous aussi, on a un rôle à jouer. Equipoto a un rôle à jouer sur cette organisation de marché. Et tout ça pour vous dire que je vois les années qui viennent d'une manière plutôt sereine. Alors évidemment bousculée, mais de manière sereine et pérenne, en l'occurrence, pour le marché. Donc faisons confiance à notre écosystème, à notre marché, à nos professionnels de l'auto, à tous les acteurs de la filière. Et puis je pense que tout se passera très bien. Et en tous les cas, on sera ravis de les accueillir encore une fois du 14 au 18 octobre, porte de Versailles à Paris pour le cinquantenaire. Et on vous réserve une très belle fête pendant 5 jours à Paris. On n'en doute pas. Bravo pour votre côté positif, je le rappelle. Et d'ailleurs, je voulais quand même vous dire un grand bravo de savoir aussi fédérer autant de marques depuis toutes ces années. Alors bien sûr, vous avez 1400 exposants, je ne vais pas toutes les citer, mais c'est vrai quand on voit des marques comme Brembo, Marelli, Osram, Stellantis, Wiz Group, d'ailleurs, Pierre Guirard, que je salue. Voilà, un certain nombre de marques comme ça qui, Technifap, vous avez su vraiment fédérer toutes ces marques à l'international et je trouve ça, pour tout vous dire, brillant. Moi, je rappelle que le salon Equipoto se tiendra, bien entendu, du 14 au 18 octobre à Paris, porte de Versailles. On va tout de suite le rappeler pour 2026. En Algérie, Equipoto du 30 mars au 2 avril 2026. Il faut pas s'en cacher, notre podcast est complètement international et bien entendu pour avoir toutes les informations, consultez le site internet equipoto.com pour bien sûr tout connaître. Moi, je tiens aussi à vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les plateformes. On est ravis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast et bien sûr YouTube Podcast. Et je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.